Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié aux crypto-monnaies et aux NFT. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Solide. Comment tu vas? Ça va, merci et toi? Eh Je bien suis au écoute, soleil là, je bronze. ouais, justement, c'est ce que j'allais dire, hein, une première sur ce podcast pour ceux qui nous écoutent et avec l'image. Donc tu es un Famous Fox du projet Famous Fox Federation sur Solana. Tu auras l'occasion de nous en parler un petit peu plus en détail au cours de cet épisode. Et d'ailleurs, ça fait une très belle transition. On le voit aussi à la casquette du personnage. Aujourd'hui, on va faire un gros focus autour de la blockchain Solana. Il y a pas mal de choses à dire dessus. Il y a aussi beaucoup de bruit autour de cette blockchain. Donc, ça va être l'occasion vraiment de donner du temps de parole finalement à quelqu'un qui s'y intéresse beaucoup. Parce que du coup, toi, tu es investisseur crypto, tu investis aussi dans des projets NFT. On s'est connu d'ailleurs autour du projet Genopets, donc un move to earn Ouais. basé sur la blockchain Solana, justement, il y a un peu plus de presque 2 ans maintenant. Et ta particularité, c'est justement c'est que tu es à fond sur l'écosystème Solana. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà ton parcours en amont, comment tu es rentré dans le Web3, voilà, un peu nous parler du commencement finalement. Yes, je suis rentré dans l'investissement, on va dire en 2020, donc dans les actions en bourse, enfin fin 2019, dans les actions en bourse. C'est un peu comme tout le monde, tu sais, c'était le début de la crise du Covid, après on s'est fait confiner, tout ça, tout ça. Donc moi j'ai commencé à investir à ce moment-là, grosso modo. Bon, j'étais déjà dans l'immobilier, mais j'avais pas d'actions et encore moins de crypto. Je savais même pas ce que c'était. Et j'ai un de mes potes qui était bien aussi sur les actions. Enfin, on se prenait pour des investisseurs de ouf, hein, franchement, hein. Et puis il me parle de la crypto-monnaie, il me dit ouais, la crypto-monnaie intéresse-toi et tout. Moi j'y connaissais rien. Et je dis bah vas-y explique-moi. Donc il m'a fait créer un compte sur Binance, je n'y connaissais rien. Et je lui ai dit j'achète quoi? Il m'a dit achète du Solana. Ok, très bien. La première chose que j'ai fait, c'est acheter du Solana. Du coup en janvier 2021, c'est comme ça que je suis rentré dans les cryptos. Ok, Donc ouais, donc je finalement, ça a été avec le bouche à oreille. bouche Euh, à oreille du bull run quoi, parce que ouais, c'était le début, milieu, enfin ouais, c'était quand même le bull run était bien avancé, on va dire, je pense quand même globalement. ouais, Enfin, selon ma vision personnelle, hein, selon ma vision personnelle, les meilleures performances, elles avaient été faites de 2020 à début 2021 justement. Donc moi, je suis arrivé bah, en même temps que le gros public quoi, jusqu'au printemps 2021 quoi. Mm. ouais, Et souvent c'est ça, ouais. Quand on en entend parler un petit peu de la crypto-monnaie, des NFT, c'est que pour le grand public, c'est que tout va bien en général et qu'il y a des bons coups à jouer justement. Moi, c'est pareil, hein, je suis arrivé dans l'écosystème à peu près au même moment que toi. Donc ouais, ça a été une belle période. Après, il y a eu des périodes un peu plus compliquées. On y est encore un petit peu, hein, mais on pourrait s'attendre avec le halving l'année prochaine à quelque chose d'un peu plus intéressant. Et d'ailleurs, parfois, ça a un petit peu même commencé, hein. On aura l'occasion de parler du cas de Solana plus en détail, mais il y a déjà des choses un petit peu prometteuses. Et justement, toi, quand tu es rentré dans l'écosystème Solana, alors oui, tu as été sur Genopets, on en parlait, mais est-ce que tu as eu du coup des très bonnes expériences, des bons coups c'est quoi les projets, des bah, exemples de projets dans lesquels tu as investi et finalement, bah, ça a été un coup gagnant, quoi. bah, déjà mon premier coup, parce que coup de cul, je suis rentré sur Solana le 18 janvier 2021. Il devait être à 4 dollars, tu vois, le Solana à cette époque-là. Donc déjà, je suis rentré sur un truc, bon, j'ai pas mis grand-chose, j'ai mis 200 balles. Enfin, pas grand-chose, ça dépend pour qui, mais globalement, enfin, ça reste en France, pour les Français en général, c'est une petite somme, on va dire. Et du coup, tout 2021, j'ai fait que du YouTube, à écouter les influenceurs, leur Ishimoku, leur machin, où j'y comprends rien, leur trading là. Et je me suis perdu dans ce monde-là. Du coup, je me suis retrouvé avec, je sais pas, peut-être 50 cryptos différentes dans tous les sens. Je sais même pas s'il y en a qui existent encore. Enfin, ça existe toujours, mais est-ce que ça vaut? Ça doit valoir plus rien. Et, euh, et ce qui s'est passé, il y a eu un switch. C'est à un moment donné, donc on a eu connu mai, juin. Je crois que c'est en juin que ça s'est effondré. Mai, juin 2021, ça s'est effondré. Et là, j'étais tous les jours sur les cryptos et pendant bah, tout le mois de juin, juillet, j'ai pas touché, j'ai pas regardé une seule vidéo, etc. Bref, je m'étais un peu éloigné de l'écosystème. Sauf que c'était reparti pour la deuxième grosse vague, on va dire, à ce moment-là. Donc j'ai loupé toutes les opportunités 2 fois. Donc j'étais ravi. Et je me suis dit, plus jamais, mon gars, ne mais plus jamais tu ne lâches un jour de ta vie la crypto ou les investissements. On doit suivre tout le temps. Et c'est pour ça,
On dit ouais, bah, là pour moi en ce moment c'est une opportunité, tu vois. J'ai vraiment pas envie que le retour du Blue Run se fasse maintenant. Moi j'ai planifié pour 2025 en gros, hein, le top de la bulle quoi. Ok. Ouais, je pense que ça commencera en 2024 très certainement, mais j'imagine que le top de la bulle sera en 2025 si les cycles se répètent. Et s'ils se répètent pas, bah on verra ce que ça donne. En tous les cas c'est mon projet. Et donc du coup fin 2021 il y a aussi, on commence à voir la hype des NFT. Donc sur Ethereum déjà en premier lieu sur 2021. Et fin 2021, ça commence à arriver sur Solana depuis le mois d'août, en gros. Et, euh, et globalement, moi, ce qui me maintient en ébullition depuis 2 ans, en fait, depuis le bear market, depuis vraiment le début du bear market, c'est ça, hein, c'est les NFT sur Solana, c'est l'écosystème Solana, comment il se développe, ce qui est construit dessus, la communauté qu'il y a, même si, en tout cas en France, on ne la remarque pas trop, et elle se fait pas mal lyncher, donc c'est aussi pour ça qu'elle parle pas trop. Et puis voilà. Et nous, ouais, on s'est connus du coup sur Genopet. Du coup, ça devait être en mars. Ça devait être en mars ou en avril 2022 parce que moi, avant Genopet, j'étais sur Stepen. Donc, je suis rentré en janvier sur Stepen et j'ai pris tous mes profits directs et j'ai tout transféré sur Genopet. Ok. Et j'ai tout refait des profits sur Genopet en même temps, là, les habitants, les machins. Très bien joué du coup, parce que Stephen, alors on en parlait, hein, il y a une vidéo YouTube sur le sujet d'ailleurs sur ma chaîne, a connu des difficultés justement, je crois que c'était vers le mois de mai 2022, avec le Ouais, ban de la Chine. Donc finalement, l'un dans exact. l'autre, le fait de prendre tes profits et puis d'aller sur Genopets pour prendre tes profits de Genopets, ben, Mm. c'était plutôt bien joué finalement. Et j'ai quand même tilté sur un résultat que tu viens de donner, c'est que tu as acheté du token, donc du Solana, quand il était à 4 dollars. Ouais, un truc comme ça, Ce ouais. qui veut dire que quand même, du coup, est-ce que tu peux nous parler, alors peut-être pas rentrer dans les détails, hein, mais les performances que tu as pu avoir sur cette période. Et si je comprends bien, ton business, enfin le business, enfin, dans le sens tes investissements, oui, ce qui t'intéressait vraiment, c'était pas de partir sur 50 cryptos différentes, même si tu l'as testé et rapidement, tu t'es un peu perdu, j'ai l'impression. C'est plutôt les NFT finalement et bien sûr le token de la blockchain, donc le Solana, Mm. qui sont un peu ton cœur d'activité. En fait, quand tu investis, il faut se connaître. Il faut vraiment se connaître. Alors forcément, ça passe par des essais, hein. Tu vas te tester au trading, ok, ça te plaît pas. Est-ce que tu t'améliores ou est-ce que tu t'améliores pas? Est-ce que tu as trop de biais? Est-ce que tu es trop émotif? Il faut vraiment se tester, savoir ce qui te plaît. Est-ce que tu aimes bien est-ce que tu aimes bien l'innovation? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes l'aspect communautaire? Est-ce que tu aimes te regrouper le soir avec des copains pour parler d'un truc? Est-ce que tu aimes acheter une image de JPEG et la revendre 2 fois plus cher 3 mois plus tard? Ou acheter une image JPEG qui vaut 2 fois plus rien 2 semaines plus tard? Enfin, tu vois, ça dépend ce que tu aimes faire dans l'investissement. En tout cas, moi, je sais que le trading, c'est pas fait pour moi. J'ai compris que déjà, j'ai un travail plein temps qui me prend beaucoup de temps, justement. Et donc, du coup, je me suis focus. Mon écosystème, moi, ce que je kiffe, c'est Solana, c'est son écosystème, c'est ce qui est construit dessus. Et dans Solana, ce que j'adore, moi, en plus, c'est les NFT. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment, enfin, c'est l'écosystème pour le moment, il est vraiment développé dans les NFT. Même si la DeFi, etc., ça pourra venir, il y a tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Pour le moment, c'est pas encore à la hauteur des espérances, mais ça viendra. En tout cas, moi, ce qui me concerne, et si les gens ne connaissent pas l'investissement, la première chose, c'est déjà se poser des questions. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Et aussi, il y a un repère que moi j'ai quand je fais un truc, quand je me couche le soir, je sais que je dors bien, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que j'ai pas peur. Et je m'endors jamais avec la peur au ventre. Jamais. C'est-à-dire que j'ai pas peur d'avoir fait ce choix-là ou ce choix-là et à chaque fois, c'est mesuré. Alors, je suis hyper exposé sur Solana. Si je me plante sur Solana, bah globalement, je me plante en crypto. Parce que ok. j'ai 95% de mon bac qui est en Solana et un peu de BTC. J'ai absolument que ça depuis maintenant plus d'un an. Ouais, depuis maintenant un an. J'avais du flux encore il n'y a pas encore si longtemps, mais j'ai tout remis en Solana. J'ai tout remis en Solana parce que j'ai des stratégies qui me permettent de fructifier mon portefeuille, on va dire. Ok. Donc, mais en gros, voilà.
quand on commence à investir, quand on s'intéresse à des écosystèmes, il faut tester des trucs avec des petites sommes, il faut voir ce qui nous plaise, il faut pouvoir dormir le soir, et surtout, faut vraiment comprendre qu'est-ce qui nous plaît et en quoi on peut être bon et en quoi on progresse le plus vite et ce qui nous anime en fait. Pourquoi j'ai envie d'aller sur l'ordi pour faire un truc, tu vois. Et Hmm. donc moi personnellement, c'est l'écosystème Solana et principalement les NFT ou les choses qui sont faites dessus. Ok, ouais, mais c'est super intéressant. Alors, par contre, j'ai une petite question. Tu dis que l'important c'est de dormir sereinement tous les soirs, ou en tout cas de ne pas être forcément pris à la gorge par ces investissements, que ce soit en crypto ou dans d'autres domaines. Pour autant, on nous dit aussi de ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, j'entends hein, qu'il faut aller sur des thématiques qui te plaisent et qui te passionnent au quotidien. C'est ce que j'essaye de faire sur YouTube, c'est ce que j'essaye aussi de faire dans les cryptos dans lesquels je vais. Pour autant, du coup, comme tu as plus de 95% de ton bag en Solana, est-ce que, ben, justement, comment tu fais pour dormir sereinement en sachant que ben, s'il se passe quelque chose, tu peux perdre ben, toute ta mise potentiellement? Bah, déjà, globalement, je l'ai dit en tout un début de l'intro, mais au niveau investissement, je suis aussi enfin, j'ai de l'immobilier, D'accord. je suis bien rémunéré dans mon travail, j'ai une situation qui est très confortable dans la vie. Je dépends pas de la crypto du tout et je peux tenir comme ça avec mes investissements crypto jusqu'à la retraite si je veux, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de cet argent. Alors ouais, moi, je suis quand même beaucoup exposé. Voilà, parce que j'ai mis quand même plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, mais en tous les cas, ça m'empêche pas de vivre, quoi. Et 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 j'ai commencé avec 200 balles, tu vois? Ok. J'ai acheté 200 balles de Solana, quoi, et Hmm. ça m'a pas empêché de réinvestir, de réinjecter, et cetera, et même si le Solana s'est effondré parce qu'il est monté, à 257, il est retombé à 8 globalement. Bon bref, il est resté 4 heures en dessous de 10 $, j'ai même pas eu le temps de snipe, j'étais deg. Mais bon, quand ça fait 2 ans, attends, 2021, on est en 2023, ouais. Au bout de 2 ans, au bout de 2 ans, franchement, au bout de 2 ans, tu t'assagis, tu te rends compte que de toute façon, c'est un peu les montagnes russes, les cryptos. Donc moi, si je suis dedans, ça m'anime à ce niveau-là. Je regarde jamais mon portefeuille en valeur, ce qu'il vaut en dollars. Je regarde tout en Solana. Mon but, c'est d'accumuler un max de sol. Donc si mon portefeuille, il fait, je te dis n'importe quoi, il fait 1000 euros en valeur Solana heu, en jour A, si en jour B, il fait 1200 euros en Solana, je le verrai même pas. Je regarde pas les cours. Ouais, Moi, ce d'accord. que je regarde, c'est mon nombre de Solana que j'ai, Hmm. et vraiment, je pense que c'est important aussi pour bien dormir de se dire, et de même pas, moi j'ai même pas compté combien j'ai investi, il faudrait que je retrace, mais ça m'intéresse pas. Moi, mon but, c'est d'accumuler du Solana. J'ai un objectif long terme, moyen long terme, ça dépend de la vision de chacun. J'ai pas besoin de ces fonds, c'est pas ces fonds-là qui vont payer mes impôts. Et puis voilà, hein. Ok, ouais. Donc la sécurité vient pas forcément de se diversifier dans la crypto, mais de se diversifier déjà sur plusieurs types d'investissements. Et en plus, au niveau des sommes, tu mets des sommes qui sont raisonnables et qui font que tu n'es pas sous pression et obligé de regarder ben, la variation des cours sur le Solana ou sur d'autres crypto-monnaies. Par contre, un autre point qui est Exactement. super intéressant dans ton parcours, c'est que tu m'as dit que tu avais un métier qui était très prenant. Enfin, voilà. Ça, c'est intéressant parce que souvent, les personnes que j'ai pu avoir en interview, elles arrivent à se libérer suffisamment de temps pour pouvoir, alors soit créer du contenu comme moi, soit ben, beaucoup se renseigner en fait sur les réseaux et tout par rapport aux cryptos. Toi, tu as dit que tu regardais quand même très souvent ce qui se passe sur l'écosystème et tout. Comment tu fais, sachant que ben, tu as un métier très prenant et ça peut concerner pas mal de personnes qui nous écoutent en fait? Ouais, c'est d'excellentes questions. Et la réalité, elle est simple. C'est qu'une fois que vous avez trouvé ce que vous aimez, dans votre Twitter list, dans votre YouTube game, moi je regarde plus YouTube. Clairement, déjà, j'ai banni YouTube. C'est que de la connerie. Enfin, il n'y a pas Tu que verras des pas la conneries. vidéo alors. Non, il y a pas que des conneries, c'est pas ça que je Non, veux dire. je comprends. Mais Ouais. globalement, en fait, ça donne des biais aux gens. Alors c'est bien pour se lancer, c'est bien pour s'éduquer, mais à un moment donné, je trouve qu'il faut s'en éloigner un peu pour nous justement faire soi-même ses propres recherches, soi-même se faire des propres idées et et ne pas écouter ce que vont dire, les gens qui spéculent, hein. Après il y a contenu et contenu, tu vois? Moi je parle surtout de ceux qui parlent de trading, qui parlent de pas mal de choses. En fait, ça corre il y a beaucoup de gens qui regardent ça et au final ne sont pas concernés parce qu'ils ont pas le
comment dire, ils sont pas faits pour ça, ces gens-là. Donc ils vont croire sur parole quelqu'un sans avoir de recul, sans avoir de choses, mais sur le moyen terme, long terme, tu regardes les vidéos qu'ils t'ont faites il y a un an, tu écoutes ce qu'ils ont dit, et en fait tu te rends compte que bon, ouais, ok, c'est de la probabilité, quoi. Voilà, Mm. c'est des maths, c'est de la proba. Est-ce que ça te plaît? Oui, non. Si ça te plaît, bah fais du trading. Si la proba c'est pas ton délire parce que les maths c'est pas ton délire, amuse-toi autrement. Va voir des collections, va voir les projets, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer, qu'est-ce que ça peut apporter à un écosystème, et c'est la valeur, elle va être ajoutée par rapport à ça. Surtout, par exemple, les NFT, bah, en général, les collections, il y a un nombre limité. En général, c'est entre 5 et 10 000 NFT par collection. Et donc, si tu veux, ça limite quand même enfin, il y a beaucoup de spéculation, mais je veux dire, 5 et 10 000, enfin, si t'es dans les premiers, en gros, sur 5 et 10 000 personnes, c'est jouable, tu vois. Si tu rentres avant tout le monde, ou si tu achètes au bon moment, si tu as un minimum de recul sur le projet, et sur si t'as dig, hein, pour dire, donc dig, c'est chercher, fais tes recherches, lis le white paper. J'ai regardé tes interviews avant quand même pour voir. Et effectivement, l'outil numéro un du mec qui va en crypto, c'est Twitter. YouTube, c'est bien au début pour se former, mais franchement, prenez du recul et vous attachez pas aux gens. À part les personnes qui présentent des projets, vraiment qui font que présenter des projets, parce que là, effectivement, ça vous permet de gagner du temps. Non. Donc, clairement, ça vous évite d'aller poncer le white paper. Ça vous empêche pas de le faire si vous voulez investir 10 000 balles dans un projet parce qu'il a été chill par quelqu'un, hein. Clairement. Faut relire derrière, faut aller sur le Discord, voir s'il y a de la commune derrière, parce que de toute façon, tout le monde peut se tromper, hein. Tout le monde peut se tromper sur ce qu'il présente. Même moi, hein, je vais sûrement dire des bêtises ce soir, c'est évident. Mais c'est parce que c'est mes propres biais, quoi. C'est comme ça. Ouais, donc vraiment, tu as su optimiser aussi ta recherche d'informations en fonction de ce qui te plaisait, de faire le tri, donc ça te permet de gagner beaucoup plus de temps, ça te permet de trouver les informations, qualitatives Exactement. directement, et comme tu l'as dit, hein, sur YouTube et d'ailleurs aussi sur Twitter, hein, c'est un peu sur tous les réseaux, il y en a certains qui vont, te faire aller peut-être sur telle crypto-monnaie, voilà, il y a un moment, en bull run, il y avait la mode de on te présente un shitcoin et on te dit: «Ça va faire fois 100 dans 2 semaines», donc vas-y. Et c'est sûr que si toi, tu as tes préférences, tu as des choses vers lesquelles tu veux aller, ben, quand tu regardes des vidéos comme ça ou des threads sur Twitter, ben, ça peut t'influencer, te dire, ah mais en fait, ok, il y a cette crypto-monnaie qui arrive, est-ce que j'irai pas dessus aussi? Et du coup, tu dévies un peu de ta trajectoire, tu y passes aussi Exactement, peut-être ouais. beaucoup de temps. Et finalement, ben là, vu qu'on parle quand même d'un truc où il faut mettre de l'argent, hein, c'est de l'investissement, ben, ça peut être rapidement compliqué et ça peut avoir de l'impact. Ouais. Donc, Je suis d'accord. c'est très bien, ouais, que tu précises d'aller à l'essentiel par rapport à ton temps disponible aussi, le soir après ton boulot, et d'aller chercher ce qui te plaît et d'aller chercher aussi des trucs, qualitatifs et qui te maintiennent dans Mais tes c'est pas si dur, performances. hein. Bon, par exemple, bon, donc du coup, moi, je me suis spécialisé, entre guillemets, spécialisé, c'est un grand mot, hein. Je suis un utilisateur comme tout le monde. Mais en gros, moi, c'est l'écosystème Solana et principalement tout ce qui tourne autour des NFT. Et donc, une fois que tu sais ça et que tu aimes ça, bah après, tu vas follow les comptes qu'il faut follow sur Twitter. Il faut suivre les développeurs, il faut suivre les gros projets, il faut suivre les fondateurs, il faut suivre toutes les personnes qui build sur l'écosystème et lire ce qu'ils tweetent, et lire ce qu'ils mettent en avant et comprendre où ils veulent aller. Et en plus de ça, après, on a tout ce qu'on appelle les marketplaces, donc les places de marché, littéralement. Donc là, c'est des endroits où on peut acheter et vendre des NFT. Alors les NFT, ton audience, elle sait les NFT ce que c'est. Oui, tout à fait. Ça, je Donc pense les que NFT, depuis le ça temps, on est bon. on est bon. Ça on est bon. Donc acheter et vendre des NFT. Et sur les plateformes de NFT, justement les marketplaces, bah, tout est listé, enfin toutes les collections plus ou moins officielles sont listées. Donc ça te permet de checker quelles sont les tendances, du coup d'aller voir le Discord, le Twitter, aller lire le white paper. C'est sous-coté, mais en réalité, lire le white paper, aller sur le Discord du projet qui t'intéresse, suivre les tweets, remonter, voir la date de création du Twitter. Ça, c'est hyper important. Enfin, moi, c'est une de mes principales choses que je regarde, D'accord. c'est quand a été créé le Twitter. Je remonte jusqu'au dernier tweet, enfin le tweet le plus ancien qui existe, pour voir si ça n'a pas été un compte racheté, voir si c'était déjà sur ce projet-là. Parce qu'il y a beaucoup de rugs, hein, mine de rien, dans les NFT. Donc les rugs, c'est en gros des mecs qui montent un projet avec une collection de NFT et ils vont vous faire mint. Donc mint, ils vont vous faire payer la première, vous êtes le premier propriétaire du NFT. En gros, c'est la création du NFT, c'est comme si c'était ça.
et les mecs partent avec les sous et ils font rien du projet, de ce qu'ils avaient annoncé. Où il y a même pas de roadmap, c'est-à-dire il y a pas du tout de projet derrière. Bon, après ça peut fonctionner, hein, sur du communautaire, mais c'est assez rare. Il faut vraiment quelqu'un qui soit Ouais, costaud carrément. dans l'écosystème derrière, hein, comme Franck, ou autre, même si je dis pas qu'il y a rien dans sa roadmap, oh là là, si je dis ça, je vais me faire taper dessus, mais il y a enfin voilà quoi. Il faut Ouais. quelqu'un qui porte le projet, donc quelqu'un qui porte le projet, ça doit se voir dans le white paper, sur Twitter, sur Discord. En fait, ça se voit partout. S'il y a un trou, bah c'est pas bon. Soit vous êtes très très early sur le projet et ça arrive. Quand on est vraiment très très early, il y a des trous, hein. Le Discord, il n'y aura pas d'activité, mais alors si vous posez une question, les devs ils vont vous répondre, ou alors enfin les modérateurs du Discord, ils vont vous répondre instant. Ce genre de choses. Et comme tu dis, quand on est très très early, souvent il n'y a pas énormément de documentation parce que c'est en phase de développement. Et donc c'est là où potentiellement il y a le plus de risques parce que tu sais pas si le projet va aboutir, si le mint va être un succès, s'ils vont sold out, etc. Mais c'est aussi la période où potentiellement tu peux avoir le maximum de gains puisque tu peux arriver plus tôt, tu peux accéder peut-être au mint avec un tarif réduit. Et donc derrière, si le projet performe assez bien, derrière, ça peut être une stratégie gagnante. Ah, totalement. C'est intéressant la notion de rug pull que tu donnes. J'avais fait une vidéo sur le projet Dragoma. Euh, Ok, je connais pas. donc, bah, tant mieux. Heureusement que t'es pas allé dessus. Bon, c'était un move to earn avec des dragons, une application mobile ils ont créé, hein, qu'ils ont fait tourner. Ils sont allés très loin avec des beaux designs, un white paper bien développé. Donc même on peut avoir de la documentation parfois qui est assez solide. Et en fait, D'accord. derrière, ils ont fait des pre-sales de leurs tokens, donc de leur crypto-monnaie propre au jeu. Et finalement, ils ont peu à peu délaissé le projet, supprimé leurs réseaux sociaux, et puis ils sont partis avec la caisse. Et là, on est dans un cas particulier où en plus les fondateurs sont connus. Voilà, tu avais, Ah, vraiment énormément de documentation, mais ils étaient basés aux États-Unis. Donc ils ont pu quand même s'en sortir pas trop mal. Et puis il y a cette définition aussi, la distinction entre le hard rug pull et les soft rug pull. Hard rug pull, comme tu dis, c'est on fait le premier mint, on fait payer les gens, et une fois qu'ils ont payé, ben, on disparaît. Et par contre, ouais. là, on était plus sur un soft rug pull, c'est-à-dire que ben, ils font traîner le projet, quoi. Ils font traîner le projet en Hmm, longueur, et ils développent plus d'accord. grand chose. Et puis finalement, ils partent quand même avec la caisse. Et parce que les gens s'épuisent, en fait, ils veulent pas attendre 4 ans que le truc se développe. Et ça, d'un point de vue réglementation, c'est un peu plus dur à sanctionner, on va dire, surtout si le projet est localisé dans certains pays, etc. Surtout en période de bear market où ça peut se justifier, tu vois. En plus, Tu ouais. peux très bien dire que bah, tes soldes, tu les as pas transférés en USD et du coup, t'as pas pu assumer, tu avais une partie sur FTX ou je ne sais quoi. Et du coup, tu peux justifier le fait que non, t'es pas parti avec les fonds, mais les fonds, ils se sont envolés avec le marché, quoi. Ouais, ça rend le truc encore plus Hmm. complexe, Bon, ouais. après, attention avec la blockchain, hein. Parce qu'avec la blockchain, tout est traçable, hein. Donc si les mecs, ils fraudent vraiment là-dessus, de toute façon, les fonds, ils vont savoir où ils sont, hein. S'ils ont été utilisés pour d'autres choses que pour le projet, ça va se voir, hein, à un moment donné. Totalement. Et bon, là, du coup, on Et oui, autre parle. chose que j'ai sous-coté aussi, Vas-y, par rapport à dis-moi. ta question d'avant, quand on veut se, euh, quand on veut se lancer dans les recherches, dans ce genre de choses, ce qui est très important aussi, c'est pas d'être, enfin, faut pas être tout seul, tu vois. Il faut trouver un groupe de personnes, pareil, qui aiment Dig. Faut trouver des copains, quoi. Faut trouver des copains avec qui parler tous les jours, des mecs qui vont chercher de l'information, c'est de l'échange, ces genres de choses. Et il y a pas mal de choses qui, en France, il y a déjà des DAO qui sont faites, qui sont sympas, qui sont déjà bien pour commencer à rencontrer des gens, quoi. Ça, c'est important, je trouve. Ouais. Comment tu fais, du coup, pour, toi, trouver, par exemple, des personnes comme ça qui partagent les mêmes passions que toi et qui peuvent te donner des infos, et surtout des infos qualitatives aussi? Parce que des fois, il y a des groupes, comme tu dis, hein, pareil ça peut être de traders ou, d'apprentis traders, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi de très bons traders, hein. On a Crypto Kaiba, qui est passé sur le podcast et il a pu donner plein d'infos super intéressantes, et il vit du trading. Euh, Ok. Comment tu fais, toi, pour trouver des groupes comme ça qui peuvent être intéressants? Tu les testes, tu vas de l'un à l'autre, comment ça se passe? Bon, de toute façon, les meilleurs groupes, c'est privé, hein. On va pas se mentir, c'est avec le réseau. Ok, Mais c'est à force d'être dans l'écosystème, quand tu es présent, moi je suis quand même assez actif sur Twitter, je parle aux gens, je défends Solana sur tous les fronts, je réponds à tout le monde.
Et du coup, les FR qui parlent pas, ils viennent me parler, on échange en DM. Mais en gros, quelqu'un qui connaît personne, et cetera, comme moi au début, hein, comme tout le monde, hein, tu vas dans les groupes. Par exemple, là, je pense comme ça, il y a The Diggers DAO, qui a un truc Discord. Il y a pas mal il y a l'entrepreneuriat, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a LVE, il y a pas mal de Discord communautaires. Il faut se retrouver dans ces Discords-là où les gens, ils sont passionnés par ces projets-là, enfin, par la crypto-monnaie, par l'Ethereum, par le Solana, par les écosystèmes, par Matic, par ce que vous voulez. En fait, il faut trouver les choses qui vous plaisent, rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, et là, c'est là où vous prenez du plaisir, et, et c'est dans le plaisir que vous allez encore plus performer, parce que déjà vous partagez, et des fois vous faites des échecs, forcément, mais au moins vous êtes à plusieurs, quoi. Ouais, De toute façon, il y a forcément des échecs, mais à partir du moment où tu partages les choses avec tes potes, etc., déjà, des fois, ça te calme les émotions. On va dire non, mais là, tu es en train de faire de la merde. Ou là, moi, j'y vais avec autant de mon portefeuille. Tu vas dire, ouais, enfin, t'es motivé, quoi, parce que moi, j'y vais pas, hein. Et c'est se donner des conseils. Il faut s'entourer, parce que sinon, on s'épuise. Donc voilà, moi, je dirais, là, à première vue, le premier Discord qui me vient, ça serait Diggers DAO. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a des mecs. Ils vont regarder un peu tous les projets qu'il y a, ils vont faire un topic dessus, et puis après les gens vont discuter. Bon, évidemment, dans toute communauté, il y a des gens qui sont sympas, d'autres qui sont moins sympas, il y a des gens plus intelligents que d'autres, ça fait propre des communautés. Et après, il faut s'entourer des personnes qui ont votre aura, quoi, dans ouais. ces groupes-là. Ok. Donc, ouais, ne pas hésiter à Faire les partager. events, Ouais. les events IRL aussi. Moi, je fais tous les events IRL dès que je peux. Bon, après, c'est facile, je suis en région parisienne. Mais dès qu'il y a un event, que ça soit payant ou gratuit, moi j'y vais. Ça me permet de rencontrer des gens, de discuter avec eux. Moi, quand tu me vois dans un event, j'ai toujours la casquette Solana, le t-shirt Solana avec le NFT, toujours quelque chose pour qu'on me repère et qu'on ait quelque chose à me dire alors qu'on me connaît pas, tu vois. C'est important. Et c'est comme ça qu'on se fait un petit réseau au fil du temps, même si je dis que j'ai un réseau, j'ai pas un réseau, hein. Je connais pas grand monde, mais j'ai des Oui. amis qui me permettent de me sentir bien au quotidien et d'aimer et de ne pas me lasser de ce que je fais, tu vois. Et ça, c'est Ouais. important. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est pas hésiter donc à partager, que ce soit en ligne, mais aussi sur des événements IRL. Il y a souvent même parfois des petites soirées dans des bars, voilà, autour des crypto-monnaies en général, autour de la blockchain, Exactement. et c'est intéressant, ouais, d'échanger et de se constituer, voilà, des groupes avec lesquels on peut discuter, Il y on en a, peut partager des projets et y aller ensemble, ouais, carrément. mais il y en a de plus en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que Hmm. ça se démocratise vraiment et il faut foncer. En fait, il faut même pas se dire je connais personne, j'y vais pas. Mais en fait, t'en as rien à faire, hein. Tu prends, tu réserves, tu dis que t'y vas, tu bois une bière avec les gens et tu vois comment ça se passe. Ouais, Et c'est tout. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, hein, mais c'est comme ça que il faut s'entourer de toute façon. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je connais quelqu'un qui s'entoure pas du tout, qui fait son truc dans son coin, il est hyper performant, il parle à personne. Moi, personnellement, non, je suis plus dans l'autre sens, tu vois. Il en faut pour tous les profils. C'est pour ça que je disais au tout début, il faut savoir qui vous êtes, ce que vous aimez et comment vous aimez fonctionner pour durer et pour pas cracher son argent en 2 mois et puis pleurer dessus, quoi. totalement. Ouais, non, mais c'est des super conseils et oui, ça dépend de la personnalité de chacun, mais en général, ces événements sont plutôt bienveillants, c'est des personnes passionnées ou qui veulent en savoir plus, donc en général, ça marche très bien. Hem, on va passer maintenant, donc on a parlé, hein, des fois des scams, des choses comme ça, donc des arnaques. On va aller sur le côté un peu plus positif, hein, est-ce que toi, tu as des collections ou des projets, sur Solana? Alors il y en a un, hein, qui est actuellement, en vidéo, Mais là, tu heu, dis, ouais, alors là, tu dis qu'il y en a un, mais en fait, il y en a deux. voilà, alors dis-moi un petit peu pour toi, voilà, peut-être top 2 ou top 3 des projets que tu suis sur Solana et qui, selon toi, sont très performants, voire qui peuvent faire en fait la différence, hein, concrètement sur cette blockchain? Ouais. Bon alors franchement, les projets sur Solana, c'est pas ce qui manque. Après voilà, moi j'ai mes petites attaches, là par exemple c'est ce NFT, donc ça c'est un NFT, hein. Donc c'est un NFT qui est représenté en 3D sur un métaverse. Le métaverse qui est aussi un projet que je suis où, j'ai des appartements dedans évidemment et en plus le fondateur il est super sympa, je l'ai rencontré à NFT Paris. Mais globalement moi, comment je fonctionne dans les NFT, c'est que, je in dans des projets, je prends mes profits. Une fois que j'ai pris mes profits, généralement, je reste dedans et soit ça m'apporte des revenus passifs,
soit dans tous les cas, je suis en positif et je garde une partie de la collection, on va dire. Et ça fait partie de ma collection privée, ou même si ça vaudra plus rien un jour, bah ça fait partie de mon histoire. Ça sera un peu mon journal intime, quoi. Je pourrais me retracer des moments, quoi. Mais l'important, moi, quand je in dans les NFT, c'est de retrouver l'argent que j'ai investi assez rapidement. Donc en projet, par contre, où je suis pas rationnel, bah, c'est par exemple ce NFT renard là que j'adore. C'est la Famous Fox Federation. Alors je le dis ça très très bien en anglais en plus, parce que mon anglais est quasiment parfait. Donc ils l'ont écrit là-bas sur leur drapeau, parce que ça c'est leur petit îlot qu'ils ont créé. Hop! Ah, c'est trop bien. Attends, on voit pas. Voilà, on voit. Si, là. Donc ça s'appelle comme ça la collection. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est deux mecs, ils ont créé une application, ils ont créé un site web qui s'appelle famousfox.com. Dessus, tu as plein de possibilités. Tu peux envoyer des messages de voilette à voilette. Tu peux faire du swap, c'est-à-dire je décide de. Tu veux m'acheter un NFT, tu veux pas passer par une marketplace parce qu'il y a les taxes. On peut passer par leurs tools. Donc c'est du peer-to-peer, mais sécurisé. Ok. Il y a plein de choses comme ça. Et les petits renards, là, ils te permettent d'avoir des réductions sur toutes ces fonctionnalités. Et aussi, toutes les semaines, il y a un mode stacking. Donc stacking traditionnel où tu peux gagner de la crypto, bref. Et la crypto, tu t'en sers pour le faire évoluer physiquement, en gros, le personnage. Ou il y a un stacking gamifié où en gros, tu envoies ton petit personnage en mission et selon les attributs, bref, tu peux l'envoyer ou pas en mission s'il est qualifié pour telle ou telle mission. Et, euh, et avec ça, au bout de 6 jours, il revient avec des récompenses et de la valorisation. Donc, c'est-à-dire que tu as des choses que tu peux vendre en sol, etc. Et c'est assez intéressant. Et Famous Fox Federation, c'est un projet qui, en gros, gagne pour faire une fourchette large, entre 70 000 et 100 000 dollars par semaine. Donc, c'est un projet qui vraiment est solide, a les reins solides. Ils ont des fonds, ils ont de l'argent qui rentre. Ils ont de l'argent qui rentre pas par le trading de NFT ou par les commissions, mais par leurs outils qui sont utilisés par l'écosystème Solana, par les utilisateurs de Solana. À chaque fois que tu utilises leurs outils, tu as des petites taxes, hein, Ok. des petites, à droite à gauche, hein. Et globalement, ils ont laissé. Ce qui rapporte le plus de revenus, c'est la Raffles. Donc, c'est un outil qui te permet de mettre en loterie tel ou tel NFT. Et les mecs, ils posent enfin, ils parient sur le fait. Enfin, ils font de la loterie, quoi. Ils achètent des billets comme ils iraient au loto pour gagner le NFT, quoi. Ok. Donc, les Ouais. taxes, ouais. Justement, j'allais rebondir là-dessus parce que le stacking de NFT, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait d'immobiliser un de vos NFT, donc ça peut être les Famous Fox ou d'autres projets, sur une certaine durée de temps. Et en échange, le projet en question ou la plateforme peut vous donner des récompenses sous forme de crypto-monnaie ou d'autres NFT, ou comme tu disais, hein, des évolutions de celui qu'on possède déjà. Et moi, à chaque fois, la question que je me pose, c'est tu immobilises ton NFT, mais tu crées pas vraiment de la richesse pour le projet en faisant ça. Donc, comment eux peuvent te verser du token? Et ça, on l'a vu sur pas mal de projets NFT où ils proposaient des services de stacking. Et plus tu stackais longtemps ton NFT, et plus tu gagnais des rewards en crypto. Sauf que leur jeton, à la fin, il perdait toute sa valeur puisque ben, il n'y avait pas d'argent qui rentrait de l'autre côté, quoi. Donc en fait, tu te demandais comment ils peuvent distribuer de la richesse à des gens pour juste bloquer un NFT, qui n'est pas créateur de valeur en soi, le stacking de NFT. Carrément, ouais. Bah, faut vraiment apporter un truc. Et par exemple, tu vois, Famous Fox, eux, ils le font d'une manière intelligente. C'est-à-dire que, en gros, un fox, enfin, un renard, récupère 100 foxy, donc c'est les foxy dans de la crypto par jour, quand ils sont stackés. Ok, Dans le stacking simple, quand tu les envoies pas en mission, 100 par jour. Et globalement, il te faut 10 000 foxy pour faire évoluer le t-shirt. Là, si je veux le faire évoluer avec une épée, comme ma photo de profil sur Twitter quand elle voudra être changée, parce que là je l'ai changée, ils veulent plus, bref. Et la casquette se transforme en casque, etc. Bref, tu dois payer 10 000 Foxy à chaque fois. Ça, c'est des utilités, c'est de faire upgrade ton NFT. d'accord, ouais. Donc Et ils la ont des deuxième chose, mécanismes de burning et en plus ils font croquer un exactement. peu par rapport aux richesses qu'eux arrivent à générer avec leurs outils, quoi. Bah, c'est encore autre chose, tu vas voir. Ok, Donc ça, le Foxy, c'est vraiment la crypto du jeu, on va dire. C'est-à-dire que eux, ils en tirent aucune richesse de ce truc-là. Ils les mettent pour les gens le stack, ils le vendent en dollars ou ils l'achètent. Les gens l'achètent pour plusieurs raisons. Pour upgrade leur NFT qu'ils aiment particulièrement, comme moi, et on a une sacrée communauté sur Famous Fox. Les gens adorent leur Fox.
Donc, ils veulent le faire évoluer. Et deuxième chose, la collection des renards, il y a quatre collections au total. Celle-ci, le renard principal, que tu peux mettre dans le métaverse, tu as une collection pixelisée, on va dire, qui est plus cheap, mais qui est très sympa aussi. Et une collection de maisons. En gros, ça te permet d'héberger tes renards. Vas-y, je vais faire simple, très très Ok, simple. C'est pas ça, mais on va dire. Et la dernière collection, ça c'est la collection des riches, c'est les 1-1. Donc 1-1, en gros, c'est les collections artistiques, c'est-à-dire que ton, ton NFT, il est unique. Voilà, il est encore plus unique que les autres, c'est-à-dire il est fait par un artiste spécifique à un moment donné, et voilà. Et donc c'est la collection la plus prisée. En moyenne, donc là un Fox en ce moment c'est 55 sols, un peu moins 54 je crois là, 55 sols on va dire. Et un unique c'est au moins 200 sols de toute façon, hein. Donc il y en a à d'accord, peu ouais. près 70. Hmm. Et là où ils sont intelligents, c'est que de manière régulière, ils ont une application, hein, sur leur site où tu peux, attends, comment je vais dire, faire des enchères. Et en gros, ils font des enchères avec la crypto-monnaie, donc la Foxy, la crypto-monnaie de jeu, donc le Foxy là, pour obtenir un des NFT 1-1, un nouveau NFT 1-1 qui arrive et qui va valoir une certaine somme, au moins 200 sols, quoi, globalement, voire plus. Et donc, du coup, les mecs, ils veulent acheter du Foxy pour pouvoir être le plus haut aux enchères et acheter ce NFT tout nouveau, qui est unique, qui sera un artiste qui va faire un exemple, enfin un exemplaire, etc., quoi, avec sa patte à lui. Donc ça donne ce côté-là. Et le projet n'a aucun intérêt, enfin le Foxy, ils n'ont aucun intérêt derrière, hein. Leur revenu, c'est vraiment les taxes qu'ils prennent en sol dès que tu fais une action sur leur site, quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'est l'avantage de Famous Fox, c'est que derrière, ils ont de l'entrée d'argent sans dépendre du tout de la collection NFT. Et, euh, et d'ailleurs, les commissions, ils s'en foutent parce que c'est eux qui ont créé le peer-to-peer sur Solana. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure. Tu peux Ouais, échanger ton Fox, enfin, tu peux envoyer, tu dis, bah tiens, 20 sols, et toi, tu me donnes le NFT, hop, on valide la transaction, et puis ça swap d'un coup les deux, quoi. ok. Ouais, mais c'est super intéressant parce que du coup, ils ont réussi à mixer quand même pour les NFT le côté utilitaire, puisque tu as des réductions du coup sur tous les outils proposés, Ouais. et le côté communautaire, comme tu disais, chaque personne est un peu attachée à son Fox. Et donc, en fait, en combinant les deux, ben, on voit de suite les prix hein, qui sont quand même assez élevés, 50 Et sols, plus de 200 pour sous-valorisé, les 1-1, et sous-valorisé certainement, même si en toute objectivité, bien sûr. évidemment. Euh, mais ouais, ouais, du coup, voilà, on voit que quand il y a des projets comme ça qui apportent de la valeur concrète, qui apportent du gaming, voilà, là, le métaverse que tu es en train de présenter, bah, de suite, il n'y a pas de raison que ça s'écroule, hein, Non, il n'y a pas de raison. comme ça peut Et souvent se passer. le Ouais. dev, un des devs donc c'est un des big devs, hein, de Solana, hein, qui est sur Famous Fox, c'est un des plus gros devs, hein. Il te fork n'importe quoi en 2 minutes. Il t'a fork Sharkify, toi tu dois connaître, je pense. Il t'a fork Sharkify, il t'a mis des fonctionnalités dans tous les sens, laisse tomber, hein. D'accord. Maintenant, enfin bref, ils ont des rentrées d'argent dans tous les sens. Dès qu'il y a une innovation, ils vont reprendre le truc, ils vont le créer à leur patte à eux en écoutant les utilisateurs. Et ce qui donne un truc vraiment personnalisé, vraiment avec une UX qui est hyper bien, quoi, hyper chill pour nous, pour les utilisateurs. Et derrière avec des devs qui sont costauds, quoi. Ouais. Notamment un dev qui s'appelle FoxyDev, mais Ok. c'est ça qui est intéressant, ouais. Et Et est-ce que tu as du coup un autre projet, s'il devait y en avoir un deuxième sur Solana que tu aimerais mettre en bah avant? Portal, j'aime bien Portal. Donc Portal, c'est, tu vois, ça c'est un des exemples. C'est le métaverse là, là je suis dessus là. Donc c'est ce petit îlot qui n'est rien, hein, qui est un petit îlot de Famous Fox. C'est une propriété à Famous Fox, mais en gros ça appartient. Enfin c'est le projet Portal. Portal, il y a 5000 NFT, donc 5000 appartements. Donc tu peux en faire. Là le thème il est à Iceland, mais tu peux être en ville, tu peux faire pas mal de choses. Ok. Et ça va être multi-chain aussi. Donc c'est vachement, enfin c'est hyper intéressant comme truc. Parce que en gros, au lieu de faire les communautés comme Famous Fox, comme Jungle Cats, comme enfin, il y a beaucoup de communautés qui vont se servir de Portals pour faire des réunions, au lieu de faire des réunions sur Discord en gros,
Ça va sur Portals, ça fait des mini-jeux dans le truc, c'est animé, on voit les NFT des uns parce qu'on peut arriver avec notre NFT s'il a été généré et enfin, on a l'impression d'être dans la vraie, enfin, c'est pas la vraie vie, mais ça donne une dimension 3D, à nos relations, quoi, et ça, c'est cool. Ok, donc Portals Ouais, à surveiller. Portal à fond. Bah, À surtout, su- ça va être multi-chain. C'est-à-dire qu'il y a les projets Ethereum, enfin n'importe quelle, blockchain, peuvent acquérir un portal, parce que de toute façon, il y a pas besoin de wallet pour se connecter. Ok, ouais, donc Donc très accessible aussi, ouais. il te faut un NFT qui est sur Solana, dans ton wallet pour pouvoir créer l'appartement, le disposer, exposer tes œuvres. Enfin, tu fais ce que tu veux avec, hein, Ouais, ça peut être privé ou pas, hein, et tu peux exposer tes NFT, tu peux mettre, enfin des jeux, tu fais ce que tu veux, dans ton truc, hein. Et par contre, les gens qui se connectent à ton site, bah, tu leur envoies le lien, ils se connectent, ils ont besoin de rien, quoi. Donc, mamie, elle veut se connecter, tu lui envoies le lien. Si elle a Google, elle met le lien dans Google et elle est connectée, elle met son pseudo et puis c'est bon, quoi. ouais, ça se fait tout seul, ça c'est cool. Quand c'est Il y a que aussi 5. Ouais, accessible et un peu vulgarisé pour tout le monde, exactement. c'est pour de toute façon pour qu'il y ait une adoption Web3, c'est important d'avoir ce genre d'outil très intuitif et bien designé. Ouais. Mais c'est génial. Et puis tu vois, par exemple, tu veux voir un match de foot là pour la Coupe du Monde de rugby. Un match de rugby du coup plutôt. Bah là, tu vas pouvoir avoir le. Bah, soit ils vont diffuser le match ici, puis du coup tu seras avec les gens en train de faire le coup en 3D parce que voilà, tu peux pas te déplacer au bar, peu importe. Et tu auras le match en 3D, ou il y a des gens qui pourront commenter derrière le micro, donc parce que tu peux parler évidemment, hein. Tu peux parler ou tu peux écrire, tu fais ce que tu veux. Enfin, ça donne une dimension. Enfin, ça donne une dimension communautaire qui est assez sympa. Alors effectivement, tu vas peut-être pas faire ça avec que des inconnus, mais quand tu connais, quand les mecs, t'as que des renards partout, on fait les cons, on discute et puis on se connaît maintenant, bah, c'est toujours les mêmes de toute façon qui viennent, donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Carrément. Bon, en tout cas, ça donne envie. On va passer sur, avant de partir sur le côté challenge, parce que bien sûr, la Solana, très prometteur, tu as pu nous donner plein d'infos, mais on sait qu'il y a aussi pas mal de critiques hein, Excuse. autour de cette blockchain, donc sur les réseaux sociaux. Pourquoi, déjà, selon toi, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, en tout cas sur la sphère francophone? On entend beaucoup plus des Eh, projets Ethereum, des projets. no joke, j'ai mon casque qui s'est coupé. Je te jure. Ah ben, ça. Quand t'as parlé, je sais de quoi tu parlais, mais quand ça a parlé, ça a coupé, donc tu Ouais, peux recommencer la tu, question, on va rester tu sur m'entends le. bien là du coup, c'est bon? Ouais, je t'entends bien, j'ai toussé, en fait, j'ai appuyé sur le bouton de mon casque et du coup, ça a tout coupé. Ça marche. Désolé, Pas, excuse. aucun souci. Ouais, du coup, ce que je disais, maintenant, on va passer sur la partie challenge, forcément, hein, puisque quand on parle de Solana, ben, on sait que sur les réseaux sociaux, parfois, il y en a qui sont pas toujours très tendres avec cette blockchain. Et donc, je t'exposerai un petit peu ben, les grandes critiques ou les grandes blagues un peu qu'on a autour de Solana, voir un peu ben, toi, tes arguments et comment tu le vois de l'intérieur, puisque tu es vraiment passionné par cette blockchain. Déjà, pourquoi selon toi, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle de Solana sur les réseaux sociaux, qui parle des avantages de nouveaux projets par rapport peut-être à des influenceurs qui vont être plus sur de l'Ethereum, sur du Polygon, des choses comme ça. Et pourquoi on a aussi alors déjà on en parle très peu et quand on en parle, ben, c'est souvent du Solana bashing. Ouais, j'invente un peu le terme, mais on a ouais, Je vais le des reprendre. influx qui vont bâcher Solana en permanence avec des running jokes. Et par contre, qui vont aller survendre d'autres blockchains, des trucs voilà, qui sortent un peu de partout. Comment t'expliques en fait ça? Est-ce que c'est fondé? Quelles sont les grosses critiques qu'on peut faire dessus? De toute façon, on va se dire que il faut se mettre du point de vue de chacun. Euh, Moi, j'ai mon point de vue Solana plus ou moins maxi, pas dire totalement maxi, qui est biaisé. Et il y a aussi donc tous les autres qui n'aiment pas Solana et qui vont critiquer vivement ce projet. Et quand on critique quelque chose, souvent, c'est parce que ça nous dérange. Et ça, en tout cas, c'est ma conviction. Et pourquoi Solana dérangerait? Euh, Bah, déjà, première chose, quand tu regardes tout ce qui est influenceur en France, globalement, ils ont tous été piqués sur Ethereum parce qu'ils sont là depuis globalement les ICO d'Ether, etc., etc. Ils étaient là depuis 2017. En gros, ils sont tous exposés à Ether comme des cochons. Et donc, du coup, forcément, quand tu as des projets qui sortent un peu du lot, mais qui sont pas du tout dans l'écosystème Ethereum, eh ben, ça gêne. Et Solana, c'est vraiment une blockchain qui n'est pas dans l'écosystème Ethereum. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas EVM compatible.
Donc globalement, en gros, un développeur qui est sur Ethereum, il peut pas développer sur Solana. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes codes informatiques, etc. C'est pas possible. Il peut apprendre. Mais je veux dire, techniquement, il pourra pas. On peut pas exporter une application qui est sur Ethereum et la mettre sur Solana. Ok. Et on peut pas mettre une application qui est sur Solana et la poser et faire copier-coller sur Ethereum. Alors que globalement, je pense que, alors, je suis pas technicien, mais je pense que la majorité des autres BC blockchain, elles sont EVM compatibles. Donc déjà, c'est un premier point. Alors que pourtant, c'est une force. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est un écosystème et c'est son propre écosystème. Ethereum, c'est son écosystème, c'est un écosystème qui est puissant, il y a énormément d'argent, c'est solide ce qu'ils ont construit, c'est de l'innovation, c'est super. Et tu as Solana qui arrive et qui répond à d'autres problématiques, d'autres challenges qui seront à l'avenir, comme Ethereum l'a été par rapport à Bitcoin, qui a voulu relever des nouvelles problématiques que Bitcoin ne voulait pas relever parce qu'ils n'ont pas voulu faire les smart contracts sur Bitcoin à l'époque. Bref, et en fait, c'est une évolution qu'il faut accepter parce qu'elle arrive en fait. Mais malheureusement, les influx, ils chillent que bah non, Solana n'est pas à la hauteur de ce qu'elle doit être. Et Solana, pourtant, elle a été lancée. Enfin, globalement, ils ont dû faire les ICO, tout ça en 2019, et elle a été live le 4 mai 2020, un truc comme ça. Donc c'est hyper récent comme blockchain. Donc forcément, elle a tout à surmonter. Ok. Et en gros, ce qui est les principales critiques de Solana, c'est ce qu'on va entendre, et qui sont assez sympas. C'est bah, la blockchain est toujours à l'arrêt. C'est ce que j'allais te dire. C'est souvent ça la critique et qui va aussi avec le prix de la crypto. On voit que c'est le sol, il n'a pas forcément le même comportement que les autres altcoins. Là, il a pris cher avec la chute de FTX et il a eu du mal à retrouver son niveau. Il l'a toujours pas retrouvé d'ailleurs hein, depuis. En général, c'est les deux aspects qu'on donne, ouais, les pannes et puis les bids aussi, des fois de choses qui veulent lancer. On a beaucoup entendu le Solana Summer qui finalement s'est jamais trop produit. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'était que justement Solana allait tout exploser sur l'été 2022, si je dis pas de bêtises, avec des collections, enfin tout le monde allait se jeter sur les NFT Solana, Ben, elle enfin, a eu lieu, hein. La Solana Summer, elle a eu lieu, hein. Quand ah tu as un ok, Stephen, quand t'as un Stephen qui arrive et qui te ramène, je sais pas combien de milliers de personnes qui sont rien à voir avec la crypto, c'est pas faux, ouais. bah c'est la Solana Summer, hein. Alors oui, c'est pas l'été, mais en gros, c'est ce qu'on appelle la Solana Summer. Quand on t'annonce que Solana c'est mort et que tu te retrouves, tu es en crise FTX et du jour au lendemain, les mecs qui te airdrop une crypto qui vaut zéro et qui du jour au lendemain ça vaut 100 000 balles. Je connais des mecs, ils ont reçu des cryptos, ça volait 300 balles le jour de Noël. 3 semaines après, ça volait plus de 100 000 balles. Mm. Enfin, je veux dire, en janvier, c'était janvier 2023, hein. Ouais. Enfin, il y a toujours des trucs sur Solana. Il y a toujours la Solana Summer. Là, en ce moment, c'est la Solana Summer. Ça fait 2 semaines, il y a une nouvelle connexion NFT qui a été lancée qui s'appelle Mad Lads, donc qui est rattachée à un wallet, un nouveau wallet qui s'appelle Backpack. Donc, comment ne pas parler de Solana et en partir dans tous les sens? C'est hyper dur de Non faire un truc mais structuré. c'est vrai que cette collection, il faut en parler quand même, elle a un rôle Ben, je vais en parler du coup. central. Backpack, et je vais parler de Mad Lads. Mad Lads, c'est une collection NFT, c'est une PFP assez bien design. On aime ou on n'aime pas, mais globalement, c'est assez bien design. Moi, c'est plutôt à mon goût, on va dire. C'est pas ce que je préfère, mais c'est plutôt à mon goût. Mais peu importe. Ce qui compte dans une collection NFT, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a quoi? Il y a Backpack, qui est un wallet. C'est un wallet innovant, c'est-à-dire que globalement, ça va devenir comme le Apple Store de Solana. C'est-à-dire que dans ton wallet, tu auras directement les applications, te connecter directement dans le wallet sur des applications, faire les mints directement, donc créer les NFT directement dans le wallet. Ce qui veut dire que globalement, niveau sécurité crypto, bah, on est au top. C'est-à-dire que tout passe par l'intérieur du wallet, c'est-à-dire qu'il y aura des audits dans tous les sens. Tu ne pourras pas cliquer sur un lien à la con, tu sortiras pas du wallet, tu seras dans ton truc. Bon, pour un utilisateur lambda qui veut faire ses trucs crypto tous les jours, il ne pourra pas se faire avoir. Bref, les mecs qui ont lancé Backpack, c'est des mecs qui sont très très costauds et très très reconnus. Ils ont créé Backpack, donc du coup c'est live et puis c'est en bêta ouverte maintenant depuis cette semaine, je crois. Ok. Donc tout le monde peut avoir un wallet. Et du coup, ils ont lancé leur collection NFT qui s'appelle Mad Lads. Globalement, je crois pas que ça serve à grand chose. J'ai pas trop dig le truc, mais en gros, je crois que c'est juste une collection PFP, mais la valeur, elle est derrière les gens qui sont derrière, quoi.
Et, Mm. euh, et quand même, cette collection, elle a flip Bored Ape sur les volumes. On parle de Bored Ape, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la première collection au monde de NFT. Alors ouais, c'est sur une période à un moment donné, mais je veux dire, ça veut dire qu'il y a eu des milliers de ventes et d'échanges sur Mad Lads. En gros, le mint a été à 6,9 sols. Attends, je vais regarder. Je vais regarder à combien on est en volume là-dessus. Ouais, je suppose que ça doit être assez monstrueux. Donc là, tu vois, en 7 jours, on est... Enfin, Mad Lads, c'est la troisième collection échangée des NFT total. Alors que normalement, il n'y a pas de projet Solana dans les collections, dans le top des collections, pour une raison simple. C'est que l'Ether est tellement valorisé que il faut combien de transactions, il faut combien d'échanges sur la collection NFT pour pouvoir arriver à ces hauteurs-là, c'est quasiment impossible. Et ça a flip pendant plusieurs jours, ça a flip les Bored Ape, quoi. C'est-à-dire que tu avais plus de millions d'échangés sur Madlas que sur Bored Ape, alors que tu avais peut-être une vente de Bored Ape contre des centaines et des centaines pour Madlas, quoi. Je dis Ouais, c'est peut-être n'importe quoi impressionnant. sur les chiffres, hein, mais globalement, c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est une collection qui a quand même pas mal décollé. Et justement, pour revenir du coup sur les principales critiques autour de Solana, donc il y a les pannes de réseau, Mhm. voilà, bon, qui est souvent un running gag, le comportement Bah, de la crypto, et attends, on va après, dire les et pannes de après, réseau, hein, je peux y revenir vite fait parce que j'ai pas tout cité. Comme ouais, ça, on les fait étape par étape. Moi, je vais allez, toutes les vas-y, débunk, hein. Mais allez, en gros, les pannes de la crypto, moi, j'en ai 5 en tête. Septembre 2021. Donc, déjà, Solana, c'est une blockchain qui date de 2020. Ok, elle a fait plus de transactions que toutes les autres blockchains réunies, hein, depuis le début. Donc, forcément, tu as des pannes à un moment donné où tu as des choses qui sont à faire évoluer. C'est normal. ouais, ce volume, ça, c'est La pro- important de le souligner, ouais, t'as raison. Mm. Mais bien sûr, c'est important de le souligner. Il y a du volume sur Solana, ça s'arrête pas. Donc, 14 septembre 2021, il y a eu un crash de 17 heures. Et globalement, c'était à cause des TPS, donc il y avait une surcharge de transactions par seconde, donc ça a planté le truc. Il y en a eu une autre en décembre 2021, donc là c'était quand vous achetez un token sur Solana ou sur Ethereum, il est rattaché à un protocole, et là c'était le protocole SPL de Solana. Bon, il y avait un problème sur sur l'édition de protocole des tokens, donc ça avait planté. En janvier 2022, on a eu un mint de NFT qui était tellement hypé que du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec des bots. Donc c'était Ok. tellement hypé, il y avait plein de bots, les RPC étaient saturés. Donc du coup, ça a flanché. Et puis après, oui, il y a eu un autre truc, c'est des transactions qu'on sautait. Bon, là, je ne suis pas rentrer dans le détail, c'est trop technique. Mais en gros, globalement, quand il se passe une panne sur... Et puis le dernier en date, pendant NFT Paris, c'était super, une panne de mise à jour. Ok. C'est-à-dire qu'elle est tombée en panne parce que, en gros, sur Solana actuellement, tu as deux clients. Tu as le client Solana de base et tu as Jito qui est un autre client, ou Fito, je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça. Et en gros, le deuxième client, il a fait planter, il n'y avait pas de consensus, donc du coup, problème de mise à jour. Et là où je veux en venir, c'est que à chaque fois qu'il y a une panne, il y a une solution. C'est-à-dire que derrière, Solana, il s'active, il trouve une solution, et t'as pas deux fois la même panne. Par exemple, pour les trucs de bots, bah, ils ont changé le mode de transaction. Alors qu'un mec qui va surcharger avec des bots, bah, il va payer tellement de frais de transaction que en fait, c'est pas possible. Tu vois. Un peu à la mode Ethereum, sauf que c'est l'utilisateur lambda, lui, il subit pas ça. Il va toujours payer ses 0,00025 dollars de frais, il faut quand même le souligner, Ouais. 0,00025 de frais à chaque action. Ça, C'est c'est, pas ça, 15 dollars de frais, quoi. ça, c'est super que tu le soulignes aussi, et on n'en parle pas suffisamment, j'ai l'impression, parce que à un moment, même en bull run et tout, Ethereum, tu te prenais à 40 $ de frais pour une transaction, et tout le monde trouvait ça normal, quoi. Tu sais, enfin, tu Mais discutais j'ai avec jamais les trouvé ça gens, normal. ouais, ah non, mais ça l'est pas. Mais je veux dire, comme c'était devenu plus ou moins la norme, enfin, tu vois, il y avait des collections parfois qui coûtaient même pas très cher, et tu étais obligé de te connecter à je sais pas quelle heure, ou pour peut-être payer 30 $ ou 25 $ de frais au lieu d'en payer 50 ou 60. Et donc finalement, il fallait le prendre en compte dans tes investissements, entre guillemets, si pour toi c'est un investissement. Et, euh, et ça, sur Solana, par contre, c'est clair que c'est un régal. Là, pour le coup, t'as pas à Exactement. payer des frais hors, enfin, vraiment qui sont hors cadre, quoi.
Mais c'est pas, tu vois, c'est pas la faute d'Ether, tu vois. Ether a évolué par rapport à Bitcoin, il a proposé les smart contracts. Donc Ether, il y aura toujours ces frais-là, ça fait partie de la blockchain, c'est comme ça, il faut l'accepter et c'est comme ça qu'elle fonctionne bien, donc tant mieux. Par contre, il y a des choses qui sont faites dessus, il y a des L2 qui sont proposés et pour le moment, les L2 proposent pas ce genre de frais minimes, tu vois. Donc pour le moment, euh, tant qu'on n'a pas, je sais pas Starknet ce que ça va donner ou autre, moi je connais pas trop l'écosystème Ethereum, mais globalement, tant qu'ils n'arrivent pas à avoir des frais qui soient en dessous de 1 $, pour moi ce n'est pas viable pour la mass adoption. Va demander à un mec qui habite euh, au fin fond du monde où le SMIC il est à 200 $ par mois, va lui demander de payer 14 $ de frais. C'est impossible, Tout quoi. à Enfin, fait. déjà, nous, en Europe, où on est dans les mieux payés, enfin, je veux dire, moi, même moi, j'ai des bons revenus. Enfin, je veux dire, rien qu'un virement qui me coûte 1 $ à la banque, je me le fais rembourser, hein. Je le passe pas, quoi. Donc, enfin, c'est inadmissible. Mais après, je parle des L2, tu vois. Les L2, il va falloir qu'ils évoluent par rapport à ça. Ether a été construit d'une manière. Maintenant, c'est aux L2 de faire leurs preuves et de montrer de quoi ils sont capables. Pour moi, pour le moment, les L2, ils sont pas à l'épreuve, quoi. Donc, Ce que j'allais te demander, il y a quand même des L2, t'en as, même tu as des blockchains ouais, comme Polygon, il y a Arbitrum aussi qui arrive en force. Pour toi, est-ce que c'est des concurrents potentiels à Solana ou on est quand même sur des choses différentes dans l'esprit? Non, non, c'est pas du tout. Non, non, c'était pas du tout concurrent à Solana. Ça n'a rien, enfin, ça n'a absolument rien à voir. Déjà, par exemple, alors Arbitrum, je veux pas en parler parce que je maîtrise pas du tout, et puis et du coup, je sais pas du tout quelle est l'idée derrière le. Enfin, je sais que c'est un L2 d'Ether évidemment, mais je sais pas ce qu'ils vont, les valeurs qu'ils vont proposer en plus. Ok. Mais en tout cas, par exemple, Polygon, Matic, clairement, c'était une sidechain qui est devenue L2, en gros, hein, de ce que j'ai compris, parce que voilà. Et de ce que je vois moi, c'est que c'est en gros des mecs du Web 2, ils veulent faire du pognon sur le Web 3, ils ont fait une sidechain, ça marche pas, ils l'ont passé en L2, c'est beaucoup plus simple parce que comme ça on a la popularité d'Ethereum. On n'est pas concurrent à Ethereum, mais on est amis avec Ethereum, donc ça aide. Et derrière, on a tellement de fric qu'on peut faire du pot de vin à tirer l'arigot, attirer des projets ou autres à droite à gauche, comme ils ont pu attirer Youth, qui est une collection de francs de la collection des Gods, qui est en gros, c'était la deuxième plus grosse collection NFT sur Solana, qui a été débauchée pour 3 millions d'euros, hein, quoi, hein. Les mecs ont payé 3 millions d'euros pour avoir la collection sur Polygon. Mais quand tu regardes ce qui se passe au niveau des datas, enfin, ok, il y a des gens qui utilisent Polygon, mais pas autant que sur Solana. Et de toute façon, l'use case sur Solana, il est différent. Tu as tellement de transactions possibles par seconde, des frais minimes, que finalement, tu peux faire tout ce que tu veux au niveau gaming, par exemple. Là, on a la chance sur Solana, on a un projet qui s'appelle Drip-du-bas HAUS, Drip House. Il faudra que je te donne les liens parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes et gratuites. Avec Donc, plaisir, je les il partagerai faut vraiment, en description. Ouais. je te ferai un récap. Mais globalement, tu crées un wallet Solana, tu te connectes au truc, toutes les semaines, tu reçois un NFT gratuit. Et pourquoi c'est gratuit? Parce qu'en fait, ça coûte rien de l'envoyer, quoi. Pour eux, ça leur coûte rien de le créer parce qu'ils ont créé. Enfin, en gros, sur Solana, tu as les NFT compressés. Donc, en gros, là, j'ai pas les datas en tête, mais un truc qui pourrait coûter, je sais pas, envoyer 100 000 NFT, ça pourrait coûter 1000 sols, on va dire. Bah, ça va t'en coûter que 10, quoi. Et Hmm. du coup, c'est gratuit. Et ça, enfin, je veux dire, quand tu vas vouloir éditer des places de foot pour le Stade de France, quand tu vas vouloir faire ce genre de choses, tracer avec la blockchain, tu pourras pas le faire sur d'autres blockchains que sur Solana à date. Ouais, la Parce que scalabilité, ouais. Hmm. la scalabilité, le fait que les gens ils n'aient pas besoin d'avoir de crypto-monnaie ou de Solana dans leur portefeuille pour pouvoir aller mint le truc, tu vois, aller chercher le truc, ça sera gratuit, c'est pris en charge c'est directement pris en charge par le site parce que ça coûte quasiment rien. Et en fait, toutes les use cases qui pourraient être grand public, quoi. Ok. Super Les intéressant, jeux, ouais. les jeux, Hmm. quand tu as un jeu et que tu veux faire airdrop des tickets de loterie pour Noël à tous tes utilisateurs et tu veux que ça soit un NFT parce que tu veux que les mecs puissent les revendre aussi de manière honnête et pas avec des scams derrière sur les jeux actuellement, ce qui peut se passer, hein. Tu veux Ouais. vendre sur PayPal, bref, tu n'es pas sûr d'avoir le truc, bref. Donc il te faut un NFT, tu veux faire des millions ou des milliers d'airdrop sous forme de NFT, bah ça coûte une blinde. Bah, sur Solana, maintenant ça coûte rien. Enfin, quasi rien. Et Ouais. ça, c'est important. Et Solana, il y a aussi tout ce qui est les Hacker House, les Breakpoints, donc c'est des événements.
C'est des événements. Alors, le breakpoint, c'est un événement qui permet de faire connaître les projets, etc. Mais tu as aussi des lots, enfin des lots, des, comment on appelle ça, des incentives, enfin les projets qui plaisent, en gros, ils touchent des rémunérations, ils touchent comment on appelle ça? Ils touchent des prix pour pouvoir Oui. créer leur projet et les poser jusqu'au bout. Stephen avait touché, Genopet, je sais pas. Enfin, il y a pas mal de projets qui touchent et ça permet de créer. Et sur Solana, il y a tout un écosystème, il y a toute une unité. Les builders de Solana sont toujours en train d'innover, il y a des fonds, il y a des choses qui sont faites. Hmm. Ok. Donc pour Solana qui s'éteint toutes les 5 minutes, ça je veux plus l'entendre. Ok les gars? Non, je déconne, mais on pourra revenir dessus. Ça se trouve, la prochaine fois, il y aura un nouvel arrêt pour autre chose, et il faudra savoir pourquoi. Il faudra l'améliorer. Oui, c'est ça, tant que derrière ça Et- rebondit et ça propose des améliorations, pourquoi pas? Et puis comme tu fais un moi en plus, alors je suis pas un gros, trader de NFT, mais, Solana fonctionne très bien et comme tu dis, avoir des frais très faibles, très minimes, ben c'est toujours appréciable en fait, hein. Quand tu commences à voilà, à vouloir flip des collections, à vouloir investir dedans, ben tu sais que quand tu achètes le truc, tu dois pas calculer de: «Ah putain, il faut que je rajoute 10 de frais, puis après si je le revends, rebelote», et ainsi de suite et ça c'est quand même super appréciable. Et comme tu dis, après, quand on veut passer à de et- l'adoption de masse et avec des gros volumes de NFT, ben, si tes frais, même des frais qui seraient à 1 centime, c'est déjà trop élevé parce que multiplié par 10 000, 20 000, 30 000, tu arrives de suite à des choses un peu trop conséquentes pour des entreprises, par exemple. Bah, il y a des frais, mais si tu veux, les frais sont par rapport à ce que c'est et à la valeur que ça a. Bah, ça coûte que dalle, tu vois. Par exemple, envoyer des billets par mail, bah, ça a des frais au niveau des. Il faut avoir des serveurs, il faut payer un prestataire de service, il faut faire des choses. Enfin, tout a un frais dans la vie. Donc oui, envoyer tes NFT compressés, peut-être que ça sera 1 centime. Je sais pas combien c'est. Faut regarder, faut demander à la loutre. C'est mon poteau qui débunk tout sur Twitter. Et, euh, et attends, je voulais revenir sur un truc que tu avais dit juste avant. Alors j'avais deux trucs. Moi, j'avais le prix du sol qui parfois bah, est en difficulté, Ah, notamment via non. FTX. Attends, je reviens sur le truc que tu as dit. Attends, putain, merde. Sur les frais de transaction. Ne pas Oui. se poser les frais de transaction. Mais aussi, tu as droit à l'erreur sur Solana. C'est-à-dire que tu listes ton produit, tu listes ton NFT à 10,9 sol. Il y a un mec qui. Tu te rends compte que tu Ah t'es oui. planté d'une virgule. Hmm. Putain, tu payes pas 15 balles pour revenir en arrière, quoi. Tu peux le faire instant. Tu modifies, ça te coûte rien. C'est Tu as vrai le que droit à ça, l'erreur. c'est vrai que ça paraît normal, mais en fait, ça dépend pas forcément en fait. Mais non, ça l'est pas. C'est-à-dire que moi, je pense que les utilisateurs d'Ether, il faut leur demander, mais je suis sûr qu'ils vérifient 40 fois comment ils vont payer de frais. Est-ce qu'ils ont bien mis la bonne virgule au bon endroit? Nous, sur Solana, on se pose pas la question, hein. On envoie les trucs, on vérifie à peine, et puis, ah, on s'est planté, bah, on modifie tout de suite, et puis, enfin, ça nous a rien coûté. C'est gratuit, quasi. Hmm. Exact. Je t'écoute pour la question. Alors, j'en ai deux. Alors, à voir si tu peux y répondre simultanément ou pas, parce que je pense que de toute façon tout est lié, hein. Bah, déjà, il y a le prix, il y a le cours du sol pour les plus spéculateurs d'entre nous, où en fait, bah, le sol, voilà, atteint son ATH il y a un petit moment. Ensuite, il y a eu la chute de FTX qui l'a pas mal impacté. Il a du mal à reprendre. On ne sait pas si pour la saison des altcoins, il y en a plein qui. Alors pareil, hein, on peut revenir sur la notion des créateurs de contenu et des influenceurs. Il y en a qui essayent un peu de voir quelles sont les cryptos qui seraient les plus prometteuses pour le prochain bull run. Et Solana, malheureusement, on le voit rarement dedans. Et puis, il y a aussi des projets qui se lancent. Alors moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ont le mérite de tester des choses, de travailler aussi peut-être sur l'adoption de masse et de faire connaître Solana. Bah, c'est tous les projets qui lancent, tout ce qui va être par exemple le téléphone, le portable, le mobile Solana. Hmm. Et aussi, ils ont créé des points de vente physiques. Hmm. Et qui ont connu un succès, on va dire, très relatif, quoi. Et ça, souvent, c'est un peu critiqué sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ça et au prix en fait du token aussi? Alors, je vais revenir sur le fait du Solana Space qui a fermé boutique. Solana Space, en gros, c'était une boutique à New York. Je pense qu'il n'y en avait qu'une, ouais. C'était une boutique à New York qui vendait des fringues enfin, sur le thème de Solana, quoi. Donc avec les logos Solana ou avec des logos des certaines collections, les Monkey DAO, etc., etc. Et ils ont fermé boutique il y a pas très longtemps. L'objectif de Solana Space, c'était quoi? C'était d'onboard, donc c'était d'embarquer des gens tout public qui ne connaissent pas la blockchain à la crypto, à la blockchain. Donc ils avaient créé un point de vente physique,
boutique de fringues, donc tu sais, tu y vas, il y avait un ordinateur, comment créer un wallet, il y avait des incentives, il y a des petits jeux comme ça. Ça a permis de faire connaître Solana et de ramener un peu d'utilisateurs. Sauf que ils ont eu une autre idée qui s'appelle justement, j'en ai parlé tout à l'heure, drip tiré du bas hausse HAUS. Et donc là, c'est de l'airdrop toutes les semaines d'un NFT Hmm. gratuit, d'un artiste. À chaque fois, c'est un artiste différent, etc. Enfin, c'est des artistes et qui font un NFT enfin, c'est un free airdrop quoi. Donc tu reçois le NFT gratuitement toutes les semaines. Et en fait, quand ils ont lancé ça, ça a pris énormément d'ampleur, mais énormément d'ampleur. C'est-à-dire que ils sont passés de 1000 à je sais pas combien d'inscriptions maintenant, mais ça m'étonnerait pas qu'on soit à 500 voire plus. Ça se trouve, hein, je sais pas, je suis pas trop les datas, mais en gros, l'idée de Solana Space, donc de la boutique en ligne, c'était d'onboard les gens sur Solana, de leur montrer ce que c'était, de créer un wallet, de se connecter à la blockchain. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'à moindre coût, en faisant des NFT, en faisant connaître des artistes et en envoyant gratuitement des NFT, justement, bah, ils onboardaient encore plus de gens. Donc, ils ont switché, quoi. Ils ont switché. Ok. Et Ouais, puis, c'était ça un coûtait moins changement de cher, hein. stratégie finalement, plutôt qu'un réel bid Complètement. du point de vente physique, quoi. Exactement. Le point de vente physique, à l'origine, il a été créé pour embarquer des gens dans Solana. Et donc, Hmm. c'était la stratégie, c'était ça. Et ils ont créé une nouvelle stratégie, enfin, un truc moins onéreux et puis qui onboard encore plus de monde, bah, c'est le free airdrop de NFT. En plus, c'est super bien. Enfin, c'est vraiment génial. Il faut que tu t'inscrives. Je te ferai un récap, mais c'est à faire. Là, toutes les personnes qui m'écoutent, vous créez un wallet Solana, vous vous connectez sur le site, c'est gratuit. Toutes les semaines, vous recevez un NFT gratos. Et il y a des trucs qui sont sympas. Alors, ça n'a pas des valeurs dingues, mais on, on est que maintenant, tu vois. Dans 10 ans, ça se trouve, ça vaudra cher. Ou ça se trouve, ça vaudra rien. En attendant, tu as un NFT gratos, ça vaut toujours le coup. Ouais, ça permet un peu de se familiariser au truc et de voir ce que ça donne et de découvrir pourquoi pas des artistes sympas. Donc ouais, le concept a l'air super intéressant, ça donne envie, ouais. Yes. Et du coup, c'était quoi les autres questions? Parce que alors moi, je suis pas habitué hein, aux Alors ben c'est un questions. Moi, puis peu je pars dans tous les sens. Alors, c'est je un peu t'écoute. la question d'ensemble. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette crypto-monnaie? Est-ce que To the Moon pendant le Hmm. prochain bull run, voilà, ce genre de choses, parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu oubliée des tops, tu vois, des fameuses Mais enfin, vidéos de créateurs de contenu en mode les c'est prochains, génial. le top 5 des altcoins à ne pas manquer pour le prochain bull run et tout. Ben, on voit que Solana est pas trop dedans, comme si un peu, ben, c'était un peu terminé, quoi. C'est génial. Tout, 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 tout. Alors explique-nous. Ouais, je t'explique rien du tout. Mais ça, c'était ma charte personnelle, c'est mes convictions personnelles. Je les ai là. Et tu vois, j'ai dû relancer TradingView pour te dire à quel point je regarde pas, hein. Ça m'intéresse pas trop. Mais de toute façon, on est sur un marché spéculatif. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Solana a commencé, bah, quand je suis arrivé, c'était 4 dollars. Ça n'a jamais retrouvé des 4 dollars. Donc, c'est-à-dire que la croissance, elle est saine. Alors, c'est jamais retombé sur les plus bas historiques. On est tombé à 8 dollars, mais 8 dollars, c'est toujours le double que 4 dollars quand je suis rentré et que c'était déjà valorisé. Et ensuite, effectivement, qu'est-ce qui fait que Solana a chuté autant, notamment durant la crise de FTX? C'est que FTX et Alameda, donc Alameda, qui est la filiale d'investissement en gros de FTX, enfin c'est la maison sœur quoi, ont été, ils sont pas à l'origine de Solana quand ils ont lancé leurs ICO au tout début, ils avaient un peu du mal à vendre leurs tokens et à vendre leurs projets. Et du coup, Alameda s'est mis dedans, ils ont acheté pas mal de tokens, ce qui fait que donc Alameda et FTX sont très exposés à Solana. Ils en ont beaucoup en portefeuille. Ce qui s'est passé pendant la crise FTX, c'est que avant le chapitre 11, on s'était dit, bah, pour attraper comment dire, pour attraper le bank run, parce que c'est ça qui a fait faillite, hein, de FTX, c'est le bank run. Alors, ils ont fait n'importe quoi avec leurs fonds, hein. Je dis pas le contraire, hein. Hmm. Mais je dis juste qu'ils n'ont pas assumé, du coup, le fait de rassurer les gens et de dire qu'ils avaient la liquidité, hein. Voilà. En gros, ils n'ont pas réussi à ce challenge-là, donc faillite. Et donc, ce qui a fait peur aux gens, c'est qu'ils vendent les sols au marché, au marché, au marché pour pouvoir rembourser les gens, même s'ils n'avaient pas les fonds au final, hein. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ça n'a pas fonctionné. Sauf que bah, moi, je ne sais pas trop la quantité qu'ils ont encore de sol. Et de toute façon, maintenant, FTX et Alameda ont fait faillite. Le truc, il est sous chapitre 11. Les sols, ils sont bloqués. Ils seront vendus soit en OTC, soit au marché, mais de manière intelligente. Il n'y aura pas de gros dump. Le régulateur ou les instances juridiques ne font jamais ça. Et,
Et juste, on est dans un beau bear market où on a connu un moins 97%, ce qui est magnifique pour purger tout le monde, tous ceux qui n'y croient pas et qui sont là pour la spéculation. Ceux qui vivent au quotidien et qui utilisent la blockchain, on sait de quoi, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on est là, on se fait plaisir sur Solana, il y a plein de choses qui sont faites, il y a de l'innovation tous les jours, tu l'as dit, il y a Saga Mobile, on n'en a pas vraiment parlé, mais il faudrait une émission de 4 heures en fait pour parler de Solana parce que c'est tellement, c'est comme parler d'Ethereum, tu pourrais en parler sans fin quoi. Ben Donc Saga justement, Mobile, le premier téléphone, avant que tu ouais, poursuives, du coup, si ça intéresse ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, hein, à laisser un petit commentaire et puis on sera ravis de réinviter Solide pour un deuxième épisode Solana si c'est quelque chose qui vous tente. Voilà, ah, mais je referme la parenthèse. j'aurais même des copains à te présenter pour ça. Avec Il plaisir. y a des gens tellement beaucoup plus qualifiés que moi. Je suis un utilisateur, donc je le vis en tant qu'utilisateur. Mais et puis bon, bah du coup, moi j'ai mes targets, hein. Elle a connu sa première bulle, Solana, comme toutes les autres cryptos. Et puis bah là, on est en période d'accumulation après un gros bear. Est-ce que ça va retomber à 15 $ peut-être? Est-ce que ça va retomber en dessous des 10 $? Je l'espère. On verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est tombé en dessous des 10 $. Je crois que ça va pas durer plus de 4 heures. Donc c'est quand même un signal important, hein. Ça veut dire il y a quand même, parce que quand c'est à 8 $, personne ne va en acheter, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc ceux qui achètent, ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Et puis bah maintenant dans un phase de range, voilà, on est à combien là? Je sais On est pas. à 22. Bah voilà, on est entre 20 et 25. Allez, hein, ça fait depuis le mois de janvier qu'on est entre 20 et 25. On a connu la grosse crise. Avant, on était au-dessus des 30. Bon bah voilà. Ok. Moi, ma target, elle est à 430. Voilà, ça c'est dit. Tout le monde me prend pour un fou et j'adore ça. C'est comme ça. À quel horizon, du coup, cet ATH? Prochain cycle. Ok, donc 2025 a priori, ce que tu Bah, disais en début moi, je dis d'épisode. prochain cycle. C'est-à-dire que je ne sais pas. Enfin, c'est impossible de dater un événement. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est s'il y a un prochain cycle, on peut pas le timer, bah, le prochain cycle, l'objectif, ça sera ça, quoi. Et ce qui commence en 2024, en 2025, en 2030, ou etc. Après, il peut se passer tellement de choses d'ici là, hein. Bien sûr. Il y a peut-être Aptos ou Su ou d'autres blockchains qui vont voir le jour, ou enfin, on sait pas, hein. De toute façon, il faut quand même pas rester dans son biais éternellement s'il n'y a pas d'évolution. Personnellement, je suis dans mon biais bullish sur Sol parce que ça construit, parce qu'il y a le Saga Mobile qui est arrivé. Donc, c'est le tout premier téléphone au monde 100% crypto. Donc, il faut quand même le faire. Donc, enfin, en gros, tu as ton téléphone, tu as toutes les applications crypto dedans, tu auras des trucs spécifiques. Enfin, ça sécurise beaucoup de choses en utilisateur au lieu d'avoir un Android lambda ou bon, iPhone, ça va, c'est plutôt secure, même s'il y a une faille de sécurité il n'y a pas longtemps. Mais et il y a Oh, FireDancer, on n'en a pas parlé, mais globalement, là actuellement, sur Solana, en transaction, on est à peu près à 300, entre 300 et 400 transactions par seconde en ce moment, actuellement. ok. Et globalement, on a des clients, on a des projets qui arrivent là il y en a un qui s'appelle FireDancer. Lui, donc c'est un nouveau client qui va se rajouter. Et la promesse, elle est dans les 300 000, 400 000 transactions par seconde. Donc d'ici, enfin ça va pas être d'un coup, hein, ça va être progressif, mais apparemment ça devrait commencer fin d'année là, je crois, hein, ou l'année prochaine. Je crois que c'est prévu pour l'été 2023, les premiers, le lancement de FireDancer. Donc globalement, on va avoir de l'use case no limit, hein, c'est-à-dire que bah, tu pourras faire, enfin, t'imagines 400 000 TPS, bon, bah, ça commence à causer quoi. Passionnant. Enfin, en tout cas, on a envie d'en savoir plus et du coup, on Et note toujours sans aussi, frais, et bien et sûr, tout, et c'est ça qui enfin, fait que la faible scalabilité est frais. possible Et et, oui. et permet d'imaginer quand même pas mal d'utilisation et Bah, de, tu te vois, de toi, te situations. connecter à ta boîte mail et payer? Ben non, Franchement, ben non. ben non, personne fait ça. C'est ça. Personne fait ça. Comme je te disais, hein, les frais d'Ethereum et tout, c'est pas qu'on s'y est accoutumé parce que moi j'ai toujours mal, hein, quand je le fais. Enfin voilà, comme on est un peu dans un nouvel univers Web3 et tout, ben il y a des choses
et je disais la même chose dans des vidéos autour de la création de contenu, autour des phénomènes un peu de FOMO, de biais marketing qu'on retrouve dans des projets NFT, et que si on faisait l'équivalent Web 2, ça passerait jamais auprès des populations, auprès des consommateurs. Et là, il y a C'est des clair. choses qui passent crème, parce que sous le prétexte, tu vois, de l'innovation, d'un monde un peu parallèle, en fait, en quelque sorte. Et donc, dans ce monde parallèle, eh ben, il faut accepter de payer des frais à 30 $. Sauf qu'en réalité, ben, si tu veux de l'adoption massive, si tu veux des use cases particuliers, et vraiment voilà, aller sur du volume, ben, c'est pas envisageable en fait sur le long terme. Donc peut-être il y en aura certainement des améliorations sur les autres blockchains, mais pour l'instant, ça c'est vrai que c'est un gros atout chez Solana. Et j'en profite pour rebondir sur donc le cours des cryptos. On a bien noté ton horizon au prochain cycle. Est-ce que tu Bah, je peux suis nous fou, parler? hein. Ma target, elle est folle, hein. Faut Mais il bien se faut, mettre ça en tête. Elle est folle. Elle est folle. mais il faut quand même, c'est bien de se fixer Mais ce bon, genre vous allez d'objectif. rigoler parce que moi j'ai dit 430, alors vous allez noter dans un coin de votre tête. Et quand les gens vont commencer à dire Solana à 1000 $, bon là, vous savez que Le 430 à côté, ça va. non, vous savez que c'est fini. C'est-à-dire que là, il faut vendre. Voilà, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, toi, sans forcément rentrer dans les détails ultra précis, quelle est ta stratégie, toi, d'investissement? Est-ce que tu es plus en mode DCA? Est-ce que tu regardes les cours? Parce qu'on parle aussi hein, que tu as un métier qui est très prenant. Et moi, je préconise souvent le DCA. Alors, à titre perso, je fais du DCA sur Bitcoin et Ethereum, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à regarder les cours tout le temps. J'ai envie d'un peu de stabilité et, comme tu dis, de bien dormir la nuit. Toi, comment ça se passe avec Solana et peut-être du coup les autres crypto-monnaies que tu possèdes, notamment Bitcoin, comment tu fais un peu? Bah, alors le Bitcoin, je suis en DCA. Toutes les semaines, j'utilise Bitstack, qui est assez connu maintenant. Ouais, Donc j'utilise Bitstack. Toutes les semaines, ça m'achète un montant fixe. Ça dépend. Des fois j'augmente, des fois je baisse. Mais bon, bref, je fais comme ça mon DCA. Je me prends pas la tête. J'enlève toutes mes émotions. Je suis content d'avoir mon petit virement qui est fait là. Et je stack des Satoshi, comme on dit. J'empile quoi, hein. Je les stack pas, façon de parler, mais je les accumule quoi. tu les stocks du coup. Je les stocke, voilà, je les stack pas, je les stocke. Et du coup, et le reste, non, c'est Solana, hein. Donc Solana, comment je fais? Bon, ça dépend, hein. Franchement, il n'y a pas de. Si j'ai envie de dépenser, je dépense. C'est-à-dire que, franchement, il n'y a pas de. Y a pas de. C'est sûr que je me suis goinfré quand c'était à 15 $, hein. Dans les 13-15 $. Là, j'ai fait le forcing, hein. Tout le monde disait que ça allait aller à zéro, donc moi j'étais content, hein. Ça a pu tenir quelques temps quand même. Et puis ça a franchi les 20 $. Et puis de toute façon, en dessous de 25 $, 30 $, j'estime que c'est encore sympa. Donc dès que j'ai un peu d'argent et que j'estime que ma façon de faire fonctionner, ma façon de faire travailler mes sols ne va pas assez vite. En gros, si j'accumule pas assez de Solana en faisant travailler mes Solana déjà actifs, je peux compléter, ouais, mais c'est pas une vraie règle, hein. C'est pas une Ok, vraie règle. Et surtout, j'ai pas du tout accumulé de sol 2021 post-FTX, quoi. J'ai vraiment acheté à partir du moment où il y a eu le crack. d'accord. Avant, depuis 2022, pardon. Pendant toute la phase de bear market de 2022, j'ai pas acheté, à part à partir du crack de FTX, où là, je me suis lâché. Et là, en ce moment, j'achète par période. Ok, ça peut être super Pas. intéressant peut-être pour un prochain épisode que tu nous racontes aussi comment tu fais travailler ta Alors crypto-monnaie et ça, tes sols. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter aussi. On n'aura pas le temps malheureusement sur cet ah épisode, oui, bah là, il y en a pour. mais J'ai ça fait un peut thread être, là-dessus. super cool, ouais. Ben, en tout cas, moi, je mettrai le lien de ton compte Twitter en description. Donc, ceux que ça intéresse et qui veulent pardon, en savoir plus sur l'écosystème Solana, ben, n'hésitez pas à suivre Solid hein, sur Twitter. Et ouais, parce que comme tu dis, il y a le fait d'accumuler de la crypto, comme on peut faire sur du DCA Bitcoin typiquement, mais on peut Mm. aussi, via des applications, via plusieurs trucs, faire fructifier son argent via du lending, via du stacking. Il y a pas mal de choses possibles, donc ce serait intéressant peut-être ouais, je pense qu'on va le faire cet épisode 2. Il y aura des choses à raconter sur comment on peut faire fructifier de la crypto qu'on possède déjà. Ah bah oui, oui, puis il faut tout le temps se renouveler, il y a toujours des choses qui arrivent. Enfin, en gros, moi, tous les 2-3 mois, je change, hein, finalement. Quand je regarde, il y a toujours un truc nouveau, il y a toujours un truc où il il y a plus à se faire, il y a plus de risques ou moins de risques, ça dépend des fois. Mais en tout cas, personnellement, j'ai tendance à plus on se rapproche, plus j'ai l'impression qu'on se rapproche du prochain cycle, moins je prends de risques. Plus
plus je conserve mes Solana en Solana et je les transforme pas en NFT ou je ne sais quoi, tu vois? OK. Ouais, tu te prépares un peu C'est tôt, hein, au mais je prochain. sais pas, c'est ce qui me permet de bien dormir, en tout cas. OK. Non, mais c'est super, super intéressant. Je vois qu'on arrive déjà, au terme de cet épisode. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on échange. Je vais terminer avec une petite question que j'ai l'habitude de poser à tous nos invités. Mais toi, je vais peut-être la spécialiser un petit peu. Avec mes autres invités, je parlais de crypto-monnaie, quelqu'un qui démarre, qu'est-ce que tu lui conseilles pour investir et tout. Toi, je vais être plus du coup sur les NFT, comme tu es pas mal dessus. Ouais. Donc quelqu'un qui arrive dans l'écosystème, que ce soit sur Solana ou peut-être une autre blockchain, hein, d'ailleurs, pourquoi pas, Mmh. et qui veut investir dans les NFT. Pour toi, quels grands conseils, quelles grandes étapes tu pourrais lui conseiller afin d'éviter un maximum d'erreurs? Alors ça peut être quelqu'un qui est là pour la spéculation, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut peut-être trouver des projets qui font sens pour lui, qui lui apportent de la valeur au quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens comme ça qui s'y intéressent et qui ont envie d'y aller? Mmh. Bah, écoute, je vais un peu redire ce que j'ai dit tout à l'heure pour les bases. La première base, c'est déjà faites-vous une Twitter list, enfin, faites-vous un compte Twitter. Checker les Twitter des mecs qui build, des gens qui sont reconnus dans l'écosystème, pas des influenceurs, même dans Solana. Ne suivez pas les influenceurs, ça ne sert à rien. Les influenceurs sont pas là pour vous donner de l'argent. Par contre, les builders, ils sont là pour créer des choses et pour que les gens s'en servent. Et donc, c'est ces gens-là qu'il faut suivre. La première chose, c'est ça. Quand il y a un projet qui vous titille, connectez-vous sur le Twitter. Checkez, ça a été créé le mois dernier ou ça a été créé il y a un an, le Twitter. Le projet, il a déjà été lancé ou il n'a pas été lancé. Ensuite, essayez d'aller lire le white paper. Si vous trouvez que le white paper il est intéressant, euh, allez sur le Discord, essayez de voir s'il y a une communauté. Faites un ticket support sur Discord pour voir s'il y a de la réactivité, si on vous répond ou pas. Déjà, il y a des petits indicateurs comme ça qui font que vous n'avez pas de whitelist sur un projet, vous voulez une whitelist sur un projet, tentez-le, faites un support. Bonjour, j'aimerais une whitelist. Ben, croyez-le, ça arrive qu'on te file une whitelist comme ça, hein, ou un code bêta pour un accès à un truc, hein, juste par un ticket. Des petits trucs comme ça et beaucoup de lecture et s'entourer. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais essayez de vous entourer des gens qui veulent faire la même chose que vous, qui ont les mêmes intérêts que vous, l'écosystème, que ce soit Solana, Polkadot, Elrond, ou enfin on dit Multiverse, Matic, enfin Polygon ou autre, peu importe, mais entourez-vous de gens qui ont les mêmes ambitions que vous et qui vous tirent vers le haut et pas des pleurnicheurs. Jamais de pleurnicheurs. Quand il y a une erreur, c'est de notre faute, toujours. Si on a fait confiance à quelqu'un à un moment donné, c'est de notre faute. Si on a validé une transaction à un moment donné, c'est de notre faute. Et ça, faut vraiment avoir conscience de ça. Donc, et puis pour chercher les projets NFT, bah, il y a plusieurs profils, mais en gros, si tu es quelqu'un qui veut pas trop te prendre la tête, tu regardes les plus grosses collections, depuis quand elles sont là, et puis tu regardes un peu si tu penses que le cours il est intéressant ou pas, pour le long terme. Ou sinon, si tu es un peu plus dégène, bah, tu regardes les collections qui vont se lancer, et t'y vas, quoi. Si tu as un profil mix, parce que pourquoi pas de la mixité, enfin, c'est intéressant de travailler un peu sur tous les tableaux, bah, en fait, il faut se calibrer. Il n'y a pas de recette, hein. C'est vraiment, il faut se tester. Par contre, il faut aller sur les bons outils. C'est-à-dire que quand tu veux acheter une collection NFT, bah, tu utilises Tensor.thread, tu n'utilises pas Magic Eden où tu as des frais. Enfin, en ce moment, ils ont coupé les frais, mais il y a plein de choses comme ça où il faut se renseigner. Et, et le mieux, c'est la connaissance, et la connaissance, elle passe par la communauté. Donc, il faut partager les choses avec des gens, et c'est comme ça que ça se passe le mieux. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Insolite, pour tous ces conseils. Je pense que ça pourra servir à beaucoup d'entre vous. Et d'ailleurs, si vous avez des questions ou que vous avez peut-être un avis aussi sur la blockchain Solana, n'hésitez pas à tout nous mettre en commentaire. On se fera un plaisir de vous lire. Moi, je Et répondrai à tout, voilà, promis. il y a des gens de la commu qui pourront y répondre, nous apporter des compléments d'information, ce sera avec grand plaisir. Mm. Et on retient surtout le conseil de Solid, c'est que ben, vous pouvez vous désabonner de la chaîne Sharp, puisque finalement les créateurs de contenu J'ai pas n'apportent dit rien de ça. concret. Mais non, non, mais on comprend très bien le principe, c'est qu'il faut pas, faut faire attention, il faut aller chercher vraiment les sources d'informations les plus qualitatives et surtout si on s'intéresse à des projets de l'écosystème, ben, autant aller à la source, hein. Donc aller chercher les founders, aller fouiller les white papers, c'est tout à fait normal, même si dans les créateurs de contenu, il n'y a pas que des posts sponsorisés, il y en a aussi qui vous exposent des projets et ça vous évite, vous,
d'aller faire ce travail d'investigation. Mais tout à fait, c'est de très Ça bons mâche le conseils. travail et c'est non, non, mais ces côtés-là d'influenceurs qui te présentent un projet et qui t'expliquent le pourquoi du comment, moi je suis plutôt pour. Mais c'est, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont te dire: «Bah tiens cette crypto, ça vaut pas, c'est» enfin en fait ils justifient pas. Ils justifient pas et c'est juste des avis en fait. C'est juste des avis et le Mhm. problème c'est que, les gens ils se basent sur des avis et pas sur des faits ou sur des choses donc non, faites-vous vos propres avis et heu et par contre effectivement quand tu as un mec qui te fait une vidéo YouTube et qui te présente un projet, mais écoute-le, il aura forcément son avis mais au moins il va au moins tu vas économiser 2 heures de ton temps à lire, plein de choses si le sujet t'intéresse, quoi. Donc, faut vraiment faire la part des choses. Totalement. Bon, mais écoute, ben, merci beaucoup, hein, Solide, Merci pour l'invite, c'était cool et ben, merci à ta communauté. ben, carrément, écoute, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast ce soir. Et puis, de toute façon, voilà, tu as tous les liens en description si vous voulez continuer à suivre Solide sur Twitter et voir un petit peu les actualités de la blockchain. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour de nouveaux contenus autour des crypto-monnaies et des NFT. Ciao. Ciao, ciao.